Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment mettre en place une clean architecture avec le modèle MVVM en Swift et en SwiftUI, donc dans votre projet d'application iOS. Salut, je m'appelle Quentin et sur cette chaîne, je vous partage un maximum de valeurs, de tutoriels, d'articles pour apprendre le développement iOS et réussir à publier votre première application sur l'App Store en quelques semaines seulement. Dans cette vidéo, qui va être assez longue, assez dense, on va recréer étape par étape cette application qui est tout simplement un Pokédex. Alors c'est une application qui paye pas de mine, comme ça, à première vue, mais vous allez voir que on va se servir en fait de ce projet-là pour créer une application concrète avec toutes les différentes étapes qu'il va falloir mettre en place pour créer une application professionnelle avec ce qu'on appelle la clean architecture. Petite information importante, tout le code source qui va être écrit durant cette vidéo, donc qui va être assez longue, est également disponible dans la description. Je vous ai mis un lien qui redirige directement sur l'article de blog sur lequel se base cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous aurez tous les codes sources et vous pourrez suivre ce tutoriel étape par étape. Donc voici l'application qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Alors, avant de commencer, essayons de comprendre déjà pourquoi la clean architecture et pourquoi mettre en place ce qu'on appelle aussi un design pattern, et plus précisément le design pattern qui se base principalement sur l'architecture MVVM, que vous avez peut-être entendu déjà parler. Eh bien, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on débute, ou même quand on a déjà un petit peu d'expérience, il est tentant de tout mettre dans les vues. Donc les vues, c'est vos structures qui se conforment au protocole Vue, ça c'est ce qu'on appelle une vue. C'est tentant de tout mettre dedans, les appels API, la logique métier, etc., etc. Ou, au pire, dans ce qu'on appelle un view model, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion-là, et de tout fourrer dedans, sans chercher à comprendre qui doit faire quoi, qui doit s'occuper de l'appel API, etc., etc. Et donc, ça, on va dire que c'est bien au début, et puis un jour, votre projet grandit, les fonctionnalités s'empilent, les bugs aussi, et vous vous retrouvez avec du code un petit peu spaghetti, où on dit aussi que c'est du code usine à gaz, qui est impossible à tester, difficile à maintenir, et encore plus compliqué à faire évoluer. Et vous vous retrouvez face à un projet sur lequel vous êtes bloqué, et vous n'arrivez plus à implémenter de nouvelles fonctionnalités à cause justement de ce manque d'architecture et plus précisément de clean architecture. Donc la clean architecture, ça permet quoi? Ça permet surtout de structurer votre code de façon claire, modulaire et surtout évolutive, même pour des projets SwiftUI qui sont relativement petits. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est concrètement la clean architecture et surtout ce qu'elle n'est pas, quelles sont les différentes couches, donc la couche domain, data, présentation, etc., etc., qui composent la clean architecture en SwiftUI avec le modèle MVVM, le rôle précis de chacun des composants, on va parler de use case, de repository, de data source, etc., etc. On va comprendre chacune des étapes à quoi elle sert, comment tout ça s'applique en pratique avec un projet en SwiftUI et notamment le projet que je vous ai montré juste avant, et pourquoi cette approche va littéralement vous simplifier la vie dans tous vos prochains projets d'application iOS. Notre objectif, ça va être de vous aider à comprendre les bases étape par étape, même si vous êtes encore novice. Ce tutoriel est adapté à ceux qui ont déjà quand même quelques bases, mais si vous en êtes encore au début de votre apprentissage, suivez bien ce tutoriel et gardez-le bien au chaud pour le re-regarder plusieurs fois parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à faire passer votre niveau en tant que développeur iOS à un niveau supérieur. Alors, pour suivre cet article, on suppose quand même que vous avez déjà quelques bonnes connaissances en développement iOS, vous avez déjà développé vos premières applications, mais vous faites face à des difficultés pour organiser votre projet de manière propre. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc là, j'ai créé un premier projet, c'est un projet vierge, j'ai rien touché encore, c'est un projet que je viens tout juste de créer, j'ai touché à aucune ligne de code, donc normalement, si vous créez un projet vierge, vous devriez partir plus ou moins de la même chose. La clean architecture en SwiftUI peut s'organiser en 3 couches différentes. Vous voyez un petit peu cette organisation comme un oignon, la couche la plus externe étant celle qu'on peut voir, donc c'est ce qu'on appelle la vue, mais on va revenir plus en détail sur les différentes couches. Donc celle qu'on peut voir, celle qui est au final à l'écran.
Et la couche la plus interne, le cœur de l'oignon, c'est votre base de données. C'est là que sont stockées toutes les données sur un serveur, par exemple. Et donc le but de la clean architecture, ça va être de traverser les différentes couches entre la plus externe et la plus interne, ou inversement la plus interne à la plus externe, en respectant différentes étapes qui nous permettent d'organiser notre code proprement. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour comprendre les différentes couches et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des différentes couches de la clean architecture et donc du modèle MVVM en SwiftUI. On a trois couches principales. La couche présentation, donc presentation layer qui est ici en bleu, qui permet tout simplement de présenter, d'afficher les informations. Donc c'est tout ce qui va être visuel, des boutons, des textes, des images, c'est tout ce que vous allez voir à l'écran. Ensuite, tout au fond, tout en bas, on a la couche data, data layer. Cette couche data contient et manipule toutes les données qui vont être nécessaires à votre application. Donc des données qui sont stockées dans votre base de données, des données qui sont stockées en local sur le téléphone, sur Firebase, sur une API, toutes les données qui sont stockées quelque part, que ce soit sur le cloud ou en local sur votre téléphone, eh bien, seront stockées et manipulées à travers la couche data. Donc là, on voit que la couche data va accéder à, par exemple, une API, à une base de données, à des fichiers qui ont été enregistrés dans votre téléphone, etc., etc. Et ensuite, entre les deux, entre la couche data qui est ici en jaune et la couche présentation qui est en bleu, on a la couche domaine. La couche domaine, on va y revenir plus en détail bien sûr, comme toutes les étapes qui sont présentées ici dans ce tutoriel, mais la couche domaine, c'est un petit peu le lien entre la couche data et la couche présentation. C'est-à-dire que d'un côté, en jaune, vous avez vos données brutes, qui sont pas du tout organisées comme on veut, qui sont peut-être à trier, à réordonnancer, etc., etc. De l'autre côté, en bleu, vous avez la couche présentation où tout est beau, tout est joli, vous avez la liste des Pokémon qui s'affiche correctement, etc. Entre les deux, vous avez la couche domaine qui va faire un petit peu le lien entre cette couche en jaune et cette couche présentation en bleu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les deux cas, vous avez deux sens de circulation possibles. C'est un petit peu comme une autoroute. L'autoroute Paris-Marseille, ici, supposons que Marseille soit tout en bas et Paris soit tout en haut, eh bien, peu importe qu'on veuille aller de Marseille à Paris, vous allez devoir passer par toutes ces étapes-là. Et si on veut aller de Paris à Marseille, pareil par toutes ces étapes-là. Donc là, je vous ai représenté le flux de données de la vue jusqu'aux bases de données, mais pour récupérer une donnée et l'afficher sur une vue, c'est exactement le même schéma, mais à l'inverse. Alors, pour comprendre l'utilité de ces différentes couches, on va retracer toutes les étapes que traversent les données en partant de la base de données, donc en bas du schéma que je vous ai montré juste avant, à l'affichage de ces mêmes données à l'écran. Et donc, pour le cheminement inverse, comme on le disait, il suffira de suivre les différentes étapes, mais dans l'autre sens. Alors, pour cet exemple, comme je vous l'ai montré, on va essayer de recréer un Pokédex, et on va donc majoritairement s'appuyer sur l'API Poké API qui est gratuite, il n'y a pas besoin d'authentification, il n'y a pas besoin de créer un compte. Donc je vous mets le lien qui est dans la description, sinon vous allez tout simplement sur pokeapi.co et vous allez tomber sur ce site-là avec la documentation et tous les appels API qui sont disponibles. Donc vous pouvez y jeter un œil, c'est pas forcément nécessaire pour suivre ce tuto parce que je vais vous donner tous les URL et encore une fois, dans la description, vous avez un lien vers tous les codes sources dans lesquels se trouvent évidemment les bons appels pour suivre ce tutoriel. Alors, comme on l'a vu sur le schéma, qui est donc ici, on a trois couches dans notre application pour appliquer la clean architecture selon le modèle MVVM. On a la couche data, on a la couche domaine et la couche présentation. Eh bien, pour organiser déjà notre projet, parce qu'on le rappelle, le but c'est d'avoir un code qui soit clair, efficace et organisé, eh bien on va tout simplement créer trois dossiers qui représentent chacune de ces couches. Donc je vais tout de suite créer trois nouveaux fichiers, présentation, trois nouveaux dossiers, donc un deuxième dossier data et un troisième dossier domaine. Alors, on a un autre dossier, souvent un quatrième dossier qui s'appelle core, qui va contenir un petit peu tous les fichiers tierces utiles au développement de l'application. C'est un peu comme une boîte à outils partagée. On peut y stocker les clés API, les extensions, les types génériques, etc., etc. Donc typiquement, le dossier assets, on va le mettre dans core.
Le clean poké app, donc votre fichier d'entrée, on va aussi le mettre dans core. Et enfin, content view, c'est une vue, donc on va la mettre dans la couche présentation. Pas de panique, on va encore une fois redétailler à chaque fois les différentes couches, étape par étape. Donc on va remplir ces différents dossiers tout au long de ce tutoriel pour arriver au résultat qu'on a présenté en début de vidéo. Commençons déjà par étudier la couche la plus basse dans notre schéma, donc celle-ci, la couche data. C'est celle qui est la plus proche des données. La première chose à comprendre, c'est que les données sont stockées sur une base de données, donc une base de données locale, distante, une API, peu importe. Mais ces données-là sont rarement stockées selon une organisation qui nous convient dans notre application. Alors, on va prendre un exemple assez bête. Si on va sur l'API Poké API, on va voir, par exemple, que, je ne sais pas moi, si on va chercher les Pokémon qui sont... Hop, on voit qu'on a, par exemple, des ensembles d'informations sur le Pokémon avec son identifiant, son nom, la génération, ses noms, etc., etc. Peut-être que nous, ces données, on ne veut pas les organiser de la même manière. On veut peut-être afficher son nom avec les attaques et avec une image, par exemple. Et donc ces trois informations sont peut-être stockées à différents endroits dans l'API. Et donc, nous, on va vouloir créer un objet en Swift avec une certaine organisation. Alors, si je prends un exemple, l'exemple qui est utilisé dans l'article, encore une fois, vous avez le lien sous cette vidéo dans la description, imaginons que sur la base de données, les informations soient stockées de cette manière. On a par exemple l'identifiant d'un livre, le titre, le total de pages, l'ensemble des pages qui ont déjà été lues par l'utilisateur, si on parle d'une application qui permet de suivre ses avancées dans un livre par exemple, et de ce côté-là, on a différentes informations, donc un identifiant, un titre, un progrès, une date de création, etc., etc. Et donc toutes ces informations n'ont pas forcément la même organisation, ici sur la base de données et ici dans notre application. Et donc c'est pour ça que tout le travail de la clean architecture, alors pas que ça évidemment, mais le travail principal de la clean architecture, ça va être de partir de ces données-là qui sont récupérées de manière brute sur l'API ou sur la base de données et de les transformer en ce type-là qui est utilisable par l'application. Et donc la première composante, le premier composant de la couche data, c'est ce qu'on appelle un data transfer object. C'est un objet, souvent une structure, mais ça peut être aussi une énumération ou une classe, qui recopie l'organisation des données sur la base de données. Donc sa construction est très simple. Chaque clé en JSON qu'on va récupérer sur l'API sera représentée par une propriété directement dans la structure, et chaque propriété aura le même type que sur la base. Alors, pour bien comprendre, supposons qu'on veuille faire un appel API sur ce endpoint qui est ici. Donc, pokeapi.co/API v2 Pokémon 1. Ça, c'est l'URL de l'API qui nous permet tout simplement de récupérer le Pokémon, les informations du Pokémon, dont l'identifiant est 1. Alors, je ne sais plus où on trouve son nom. Ici, voilà, name, c'est Bulbizarre. Voilà, c'est le Pokémon qui est identifié avec l'identifiant numéro 1. À partir de là, une fois qu'on a trouvé en fait où est-ce qu'on voulait récupérer les informations, c'est-à-dire sur quel endpoint, eh bien on va devoir analyser le JSON qui est récupéré. Donc soit en analysant le JSON directement d'une requête, soit en regardant tout simplement la documentation. Mais donc, on voit que ici, on a certaines informations avec par exemple l'identifiant, les attaques, le nom, on a différentes informations, voilà, j'ai plein d'informations, les espèces, les stats, les types, etc., etc. Donc toutes ces informations-là, on va pouvoir les récupérer via notre appel API. Et donc supposons que par exemple, nous on ait envie de récupérer l'identifiant, le nom, la taille, ici height, et le poids qui est, je crois, juste derrière moi, ici voilà, weight. Donc voilà, supposons qu'on veuille récupérer ces 4 informations. Eh bien la première étape, ça va être de retourner sur Xcode et de créer un modèle avec ces 4 informations. Donc on va créer un nouveau fichier dans la couche data, et plus précisément dans un sous-dossier qui s'appelle DTO, pour Data Transfer Object. Je vais créer un nouveau fichier de type Swift file qui s'appelle Pokémon DTO.
c'est un data transfer object qui représente un Pokémon. Donc on va l'appeler de la même manière, Pokémon DTO, et à l'intérieur, je veux créer toutes les propriétés que je vais récupérer via mon API, c'est-à-dire ID, name, height, qui est ici, et le poids juste derrière moi. Okay, donc ils doivent s'appeler exactement pareil. Donc ID, qui est un entier. Ensuite, name, qui est une chaîne de caractères. La taille en hauteur, qui est un entier. Et le poids. Voilà, je veux récupérer ces 4 informations. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est primordial que toutes les propriétés aient le même type que les données stockées sur le serveur, parce qu'on va utiliser justement cette structure-là pour faire du décodage. Donc si jamais vous n'avez pas encore décodé ou encodé des objets en JSON en Swift, n'hésitez pas à regarder dans la description. Encore une fois, vous avez différents liens de vidéos et d'articles qui vont vous expliquer tout ça. Donc notre objet doit être décodable, on va s'en servir pour encoder et décoder nos appels API, donc on va tout de suite lui ajouter le protocole codable. Si dans notre application, on souhaite également récolter l'ensemble des Pokémon du Pokédex, donc là, on va voir par exemple que sur cette requête-là, hop, que je vous affiche ici, si je fais cette requête-là, Pokémon / limite 20, eh bien je récupère les 20 premiers Pokémon. Mais pas de la même manière. On voit ici que j'ai juste le nom et l'URL. Donc on va encore une fois créer une structure qui va recopier l'organisation des données sur ce JSON. Donc je vais essayer de le mettre ici à côté. Hop, on va le mettre comme ça pour le garder sous les yeux. Et on va revenir sur Xcode. Tac. Et donc là, je vais créer un deuxième et un troisième fichier avec la structure de ce résultat-là. Donc je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler par exemple Pokémon Result DTO, parce que là on n'est pas sur un seul Pokémon, on est sur un résultat de plusieurs Pokémon. Et donc dans ce fichier, on va créer une nouvelle structure, mais cette fois-ci qui va représenter ces données-là sur cet appel API. Parce qu'on va faire donc 2 appels API. Un premier pour récupérer la liste de tous les Pokémon, ou en tout cas tous les 20 premiers Pokémon. Et ensuite, on fera un deuxième appel API pour récupérer chacune des informations détaillées. Donc le poids, le nom, la taille, etc., etc. pour chacun des Pokémon. Donc ici, on voit qu'on a plusieurs choses dans le résultat. On a une clé count, next, previous et results. Nous, la clé qui nous intéresse, c'est surtout results et éventuellement next. Mais donc dans un premier temps, on va créer une structure Pokémon list ou result, on appelle ça comme vous voulez, result DTO. Alors moi je crois que dans le tutoriel je l'ai appelé list, donc on va garder le même nom, DTO, tac, et puis on va plutôt renommer ce fichier-là en Pokémon list DTO. Et donc, cette structure-là doit recopier exactement la structure qu'on a ici. Je ne suis pas obligé de tout prendre, mais elle doit recopier exactement la même structure. Donc, on va aller chercher le count, ça peut être toujours utile. Ensuite, le next, puisque si jamais on veut aller chercher les 20 prochains, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir cette URL. Attention, ici, c'est une chaîne de caractères. Donc, on doit la créer la propriété next sous forme de chaîne de caractères. Et results, évidemment. Alors, results, de quel type il est? C'est un tableau, ok, très bien, mais un tableau de quoi? Alors, on ne peut pas ici créer un tableau de Pokémon DTO. Pourquoi? Parce que l'ensemble, enfin, un objet qui est représenté ici n'a pas la clé ID ni name. Alors, name, il y en a une, mais voilà, on n'est pas du tout sur la même typologie. On n'a pas d'ID, on n'a pas de height ni de weight. Donc, on va devoir créer un deuxième, ou plutôt un troisième objet supplémentaire qui va s'appeler, par exemple, Pokémon Result DTO, qui, lui, représente un seul des objets qui est ici. Donc, avec seulement 2 propriétés. Name, qui est une chaîne de caractères,
et URL, qui est aussi une chaîne de caractères. Et donc comme ça, on sait que result, c'est un tableau d'éléments de type Pokémon result DTO. Et donc là, je viens de créer mes deux objets, mes DTO, Pokémon list DTO qui est composé de result, ainsi que Pokémon DTO. Ok, donc ça c'est vraiment la première étape de la clean architecture. Je crée mes data transfer objects qui recopient clé pour clé les objets JSON qui sont stockés sur ma base de données. Donc évidemment, je transforme ces deux objets en décodables. Hop, voilà. Et donc, je le rappelle, l'objectif de ces DTO, c'est de pouvoir faire du décodage automatique quand on va faire les appels API. Donc grâce à ces deux objets, on va pouvoir récupérer tous les Pokémon disponibles grâce à cet appel API et les détails de chacun des Pokémon grâce à l'autre appel API qu'on avait déterminé juste avant. Sauf que cette récupération, cet appel API, cette requête HTTP plus précisément, n'est pas du tout le rôle du DTO. Le DTO, c'est un objet statique qui ne fait que représenter la structure en base. Et donc pour récupérer ces données-là, pour faire cet appel API, on va justement utiliser le second composant de la couche data qu'on appelle le data source. Donc toujours dans le dossier data, je peux créer un nouveau sous-dossier qui s'appelle data sources dans lequel on va mettre notre ou nos data sources. Qu'est-ce qu'un data source? Le data source, il est responsable d'accéder directement aux données brutes, que ce soit sur une API, sur une base de données locale, dans un fichier, etc., etc. Donc si je reprends le schéma, ici on vient de créer notre data transfer object qui représente les données dans notre base, et maintenant on va créer la deuxième composante de la couche data qui s'appelle le data source. Donc le data source, il connaît les détails techniques de récupération ou de sauvegarde de données, c'est-à-dire l'URL sur laquelle il faut taper, les requêtes core data, les requêtes HTTP, etc., etc. C'est le data source qui connaît l'implémentation technique pour récupérer ces données-là. Donc si par exemple vous faites appel à Firebase, toutes les méthodes de Firebase qui permettent de récupérer les informations seront stockées dans le data source. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le data source ne contient aucune logique métier. Il exécute simplement ce qu'on lui demande de façon technique, du style récupère les données des Pokémon, récupère les attaques, récupère les cartes, etc., etc. Alors, une bonne pratique, il est conseillé de créer plusieurs data sources pour garder un code propre. Il existe plusieurs écoles à ce sujet-là. Soit vous allez créer un data source par type d'objet que vous voulez récupérer, donc Pokémon data source, attaque data source, berries data source pour les baies, carte data source, personnage data source, user data source, etc., etc. Ou un data source par source de données. Si par exemple vous utilisez Firebase, AWS et des données qui sont stockées en local, on pourrait imaginer un Firebase data source, un AWS data source et un local data source. Le top du top, c'est quand même de créer un data source par source et par type. Donc par exemple, Pokémon Firebase data source pour tous les Pokémon qui sont stockés sur Firebase, Pokémon local data source pour tous les Pokémon stockés en local, etc., etc. L'exemple concret, c'est si jamais vous stockez des Pokémon dans une base de données interne pour, je sais pas moi, par exemple, faire en sorte de rendre votre application accessible même sans 4G, voilà, pour une application de randonnée, par exemple, vous pourriez stocker les cartes à la fois sur un serveur, mais aussi en local, et donc on pourrait imaginer un data source pour récupérer les cartes en local et un data source pour récupérer les cartes à distance. Alors, nous, dans notre exemple, on va créer un data source pour les Pokémon, pour l'API. Donc, dans le dossier data source qui est dans le dossier data, on va créer un nouveau fichier de type Swift file qu'on va appeler Pokémon data source, enfin, Pokémon API data source. Donc, un Pokémon parce que c'est le type Pokémon, API parce que c'est la source sur laquelle on va chercher mes données, data source. Ici, on va donc créer une classe Pokémon
API data source et une énumération Pokémon API data source error qui se conforme au type error. Pourquoi? Parce qu'on va avoir différentes erreurs possibles qui vont être produites par le data source. Différentes erreurs possibles comme invalid URL, si jamais l'URL est invalide, invalid response et parsing error. Voilà, j'ai 3 erreurs possibles qui pourront être renvoyées par le data source, mais après, à vous de créer vos propres erreurs si vous le souhaitez. Et donc, le data source, comme on l'a dit, son rôle, ça va être d'implémenter la recherche des données. Donc, c'est ici qu'on va créer l'appel API en question. Donc, pour ça, on va créer une première fonction qui va s'appeler getPokémon, qui va prendre en paramètre un offset. Alors, pourquoi un offset? Parce qu'on a remarqué sur l'API, si on revient ici, que je peux tout simplement aller chercher un offset et une limite. Donc si par exemple j'écris limite 20, le paramètre limite est égal à 20, je vais chercher les 20 premiers. Et si j'ajoute le paramètre offset 20 et toujours limite 20, je vais chercher les 20 suivants. Offset 40, limite 20, de 40 à 60, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on ajoute les deux paramètres. Offset qui est un entier et limite qui est un entier aussi. Et donc cette fonction, puisqu'on va faire un appel API, va être asynchrone et elle va pouvoir renvoyer des erreurs. Qu'est-ce que la fonction getPokémon va renvoyer? Le DTO, les méthodes de la classe dataSource, de tous les dataSources, doivent uniquement renvoyer des DTO. Okay? La couche dataSource ne renvoie que des data transfer objects. Nous, qu'est-ce qu'on va renvoyer lorsqu'on va aller chercher tous les Pokémon? Eh bien, on va renvoyer un objet qui représente ce résultat-là. Donc, qui représente le résultat dans lequel on a count, next, previous et result. Alors, nous, on avait dit que previous, on n'en avait pas besoin, mais l'objet DTO qui représente ce résultat-là en JSON, c'est Pokémon list DTO, qui contient les résultats. Donc, la méthode getPokémon va renvoyer un Pokémon list DTO. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour récupérer tous ces résultats-là? Eh bien, on va tout simplement faire l'appel API en question suivant sur PokéAPI /API v2 Pokémon limite et l'offset, qui est tout simplement l'appel API qui nous permet de récupérer tous ces résultats-là. Okay, c'est exactement la même URL qui est ici. Alors, une fois qu'on a récupéré, qu'on a généré l'URL, on va pouvoir tout simplement aller chercher le résultat de cette URL avec URL session.shared.data from URL qui est généré juste au-dessus. Le résultat, on va le stocker dans data et response. Et ensuite, on va pouvoir vérifier si dans la réponse j'ai quelque chose. Donc wordlet response as http URL response. On vérifie aussi que le status code c'est bien égal. Donc status code est égal à 200. Et si c'est pas le cas, on peut tout simplement renvoyer donc, Pokémon API data source.invalid response, parce que c'est pas une réponse 200, peut-être une réponse 400, 404, etc. etc. Donc là, je vérifie que la réponse est bien valide, et si c'est le cas, eh bien, je peux essayer de décoder avec un JSON décodeur mes données. D'où l'intérêt de transformer mes DTO en décodables. Donc décode. En quoi on va décoder le résultat? Eh bien en Pokémon list. Hop. Pokémon list DTO. Donc .self. Et qu'est-ce qu'on décode? Les données qu'on a récupérées juste avant. Tout ça, on va le stocker dans une variable qui s'appelle list. Et on va retourner cette liste. Et si jamais on a une erreur, eh bien on peut renvoyer l'erreur Pokémon API data source error
parsing error, parce que c'est ce qu'on a eu, on aura eu une erreur de parsing. Donc ici, c'est quelque chose de très classique. Normalement, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Si jamais ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo dans la description. Vous aurez une liste de plusieurs tutoriels qui vous expliqueront comment faire des requêtes API en Swift. Donc, je le répète, dans cet exemple, on a créé une fonction getPokémon qui permet de récupérer la liste de tous les Pokémon, mais on peut aussi mettre d'autres fonctions telles que getPokémon by ID, getAttack, getPokémon by species, etc., etc. On peut créer toutes les fonctions qu'on veut. Ici, toutes les fonctions qui permettent de récupérer un ou plusieurs Pokémon. Et même les fonctions qui permettent de modifier un Pokémon, de capturer un Pokémon, tout ce qui est relatif à un Pokémon et qui va permettre de modifier la base de données. Alors maintenant, on va pouvoir tester notre data source et vérifier qu'on récupère bien la liste de tous les Pokémon, parce que c'est quand même l'objectif. Et pour ça, on peut aller dans Content View. Alors attention, ici on a le droit juste parce qu'on est entre nous. D'accord? Sinon, jamais d'appel du data source directement dans une vue. Ok? On est entre nous, c'est juste pour tester, mais je ne veux jamais voir ça. On va ajouter tout simplement un petit bouton avec une action. Hop, il était là. Button, action et label. Le label, ça va être un petit texte du style test data source. Et ici, on va tout simplement créer une tâche. Alors, pourquoi une tâche? Parce qu'on va être sur une opération qui est asynchrone, donc on est obligé de créer une tâche. Je vais créer un data source égale Pokémon data source, donc Pokémon API data source. Et puis, je vais appeler la méthode getPokémon avec un offset de 0. Tac, je fais un petit peu de place. Une limite, on va dire, de 20. Je vais chercher les 20 premiers Pokémon. Tout ça, évidemment, ça peut renvoyer une erreur et c'est asynchrone. Donc, try await. Et on le stocke dans une liste. On le met évidemment dans un bloc do catch. Hop. Donc là, on peut afficher un print error si jamais on a une erreur. Et alors, try await, voilà, ça c'est après le égal. Et puis on peut faire un petit print de liste. Voilà, on vérifie que tout est bon. Ça c'est OK. On affiche la console sur Previews. Et lorsque je clique sur Test Data Source, eh bien on voit ici qu'on a bien récupéré l'ensemble des 20 premiers Pokémon. Avec le premier qui est ici, donc Bulbizarre. Ensuite on a le deuxième qui est ici, le troisième ici, etc., etc. Et donc a priori j'ai les 20 premiers jusqu'à 20 qui est celui-ci. Donc voilà, notre data source est fonctionnelle. On a donc complété la deuxième couche, la deuxième composante de la couche data. Maintenant qu'on a récupéré la liste des Pokémon, on va faire face à un problème. On n'a qu'une partie des informations. On a le nom et l'identifiant du Pokémon. Mais dans notre exemple, on souhaite aussi avoir accès à d'autres données telles que le poids et la taille. Et donc on peut ajouter une deuxième méthode au data source pour aller faire un deuxième appel API. Et donc on voit que sur l'API, on peut récolter les informations de détail d'un Pokémon avec la requête qui est la suivante, Pokémon / l'identifiant du Pokémon. Donc pour obtenir les détails du Pokémon, il nous faut l'identifiant du Pokémon. Donc pour ça, dans le data source, on va pouvoir créer une deuxième méthode qui s'appelle getPokémonDetails en fonction d'un identifiant qui est une chaîne de caractères ou un entier. Ici, alors les identifiants sont sous forme d'entiers, donc on va mettre des entiers ici. Et qu'est-ce qu'on va renvoyer avec getPokémonDetails? Eh bien, l'objet Pokémon DTO, puisque nous on veut récupérer l'identifiant, le nom, la taille et le poids. Ce qui est évidemment ce qui sont des informations qu'on peut récupérer dans cet appel API. Donc, même punition, guard let je crée mon URL. Voilà, donc c'est cette URL là qu'on va appeler. Donc je vous laisse mettre sur pause
ou encore une fois, regardez dans la description de cette vidéo avec l'article, sinon vous retrouvez tout simplement l'URL dans la documentation. Ici, donc pareil, j'ai oublié un API Pokémon API Data Source Error, invalide URL, j'ai oublié le mot-clé async et throws. Voilà. Et comme on l'a dit, get Pokémon Details va renvoyer un objet de type Pokémon DTO. Ensuite, même punition, toujours pareil. On crée l'URL session, on va chercher les données, hop, et sauf que cette fois-ci, au lieu de convertir mes données en Pokémon List DTO, on va la convertir en Pokémon DTO. Donc évidemment, tout ça, ça peut être amélioré. On peut utiliser, créer des utilitaires qui vont faire ça à notre place. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo qui va être déjà assez longue. Donc voilà. Maintenant, on arrive à récupérer l'ensemble des Pokémon, le détail de chacun des Pokémon. Mais maintenant, que faire avec ces deux types d'informations? D'un côté, on a la liste des Pokémon avec uniquement les noms. Et de l'autre, on a le détail d'un seul Pokémon, mais pour un seul Pokémon à la fois. Et donc, pour regrouper ces informations, on aura besoin de deux choses. Un mapper et un repository. Et donc, ces deux objets vont créer ce qu'on appelle une entité, ou entity en anglais, qui contiendra toutes les informations nécessaires. L'identifiant, le poids, la taille, et éventuellement même l'URL de l'image. Toutes les infos dont aura besoin l'application. Alors, avant de parler du repository et du mapper qui n'est pas représenté ici, mais qui fait en quelque sorte partie de la couche repository, on va parler des entités. Donc, on le rappelle, pour l'instant, on est à ce niveau-là, data source, et nous, on veut aller au niveau des entités. Les entités, on va voir justement à quoi ça correspond, mais ça va être notre objectif, et comme ça, on comprendra mieux comment le repository peut fonctionner. Donc, si je retourne sur Xcode, ce qu'il faut comprendre concernant les entités, c'est qu'ils représentent des objets essentiels pour votre application. C'est un peu une structure qui contient des données importantes comme un Pokémon, un livre, un utilisateur, et parfois même des règles simples liées à ces données. Donc les entités sont définies dans la couche domaine, donc nous on va mettre nos entités dans le dossier domaine, et elles sont indépendantes de l'interface utilisateur ou de la source de données. L'interface utilisateur, je le rappelle, c'est dans la couche présentation, et la base de données, c'est dans la couche data. Donc vraiment, les entités, c'est quelque chose que vous pouvez créer dès le début, c'est les différentes briques que vous allez utiliser pour votre application. Donc si vous avez besoin de manipuler des Pokémon, vous pouvez créer l'entité Pokémon. Donc c'est ce qu'on va faire. Dans la couche domaine, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle entities, et on va créer dans ce dossier entities un nouveau fichier de type Swift qui va s'appeler Pokémon, dans laquelle on va créer une structure Pokémon. Attention, Pokémon n'a rien à voir avec Pokémon DTO. Pokémon DTO, c'est comment sont structurées les données sur le serveur. Pokémon, c'est comment moi, dans mon application, je veux manipuler ces données-là. Et donc, nous, on a imposé, nous, en tant que développeurs, en tant que concepteurs de l'application, on a imposé que pour un Pokémon, on aurait un identifiant qui serait un UID, un nom, qui est une chaîne de caractères, un URL, qui serait aussi une chaîne de caractères. On peut ici utiliser une chaîne de caractères URL directement, peu importe. Ensuite, un poids, qui est sous forme entier, et une hauteur, entier aussi. Et on peut même ajouter une computed property, image URL, qui est une chaîne de caractères, et qui va être en fait générée en fonction de l'identifiant. Et quand je dis identifiant, c'est plus précisément de l'URL. Pourquoi? Parce que dans l'URL, on a l'identifiant, hein, on se rappelle, si on va voir l'URL, si je tape Pokémon/1, eh bien ici je vais obtenir l'identifiant, enfin le Pokémon dont l'identifiant c'est le numéro 1. Donc si je retourne ici, eh bien je vais tout simplement pouvoir aller chercher, alors ça c'est un site qui nous permet d'aller chercher les Pokémon, les images des Pokémon en fonction de leur identifiant.
Et vous voyez que ici, j'ai utilisé l'URL, alors qu'on va plutôt stocker sous forme de chaîne de caractères. Tac, le string. Ici, l'URL, on va la splitter pour aller chercher chacun des composants, et on va chercher le dernier composant. Comme ça, url.split ici, donc je vais découper mon URL qui est ici, et je vais chercher le dernier composant, c'est-à-dire l'identifiant de mon Pokémon. Hop, donc ça c'est pour l'image URL, et c'est vraiment le modèle de notre application. Donc maintenant, on sait que l'application, et plus précisément les vues, dont on parlera plus tard, utilisera des objets de type Pokémon. Or nous, ce qu'on a, c'est des objets de type Pokémon DTO. On le voit ici, j'ai pas les mêmes informations. Et donc on va devoir effectuer une transformation. Et donc cette séparation entre le DTO et l'entité permet vraiment de découpler le back-end. Ici, on est sur du back-end, c'est un objet qui est fortement lié au back-end. Si demain mon API est modifié, je dois modifier cette structure. Alors que le Pokémon qui est ici, dans la couche domain et plus précisément entité, ça c'est lié au front-end, ce qui est visuel dans notre application. Et donc demain si l'API change, je n'ai pas besoin de modifier cette structure-là. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour transformer un DTO fourni par l'API en entité utilisée par l'application? Eh bien, c'est le rôle justement des mappeurs. Un mapper, c'est une petite pièce de code qui sert en fait à transformer des données d'un format à un autre. Par exemple, il permet souvent de convertir un objet brut reçu par une API, donc qu'on appelle aussi les DTO, en entités métiers, donc les entités plus généralement. Ou l'inverse, on peut aussi transformer une entité en DTO si jamais on a besoin de faire le chemin inverse. Et donc c'est une étape clé pour séparer la structure des données techniques, issues donc d'une API, d'une base de données locale, de la logique métier de votre application. Et donc on place généralement les mappers dans la couche data. Donc là je vais créer un nouveau sous-dossier dans la couche data, mappers, et ici je vais pouvoir créer un nouveau fichier, Pokémon Mapper. Et donc, dans ce fichier-là, je vais créer une classe du même nom, Pokémon Mapper, qui va avoir une ou plusieurs fonctions. Alors, on va mettre la fonction statique, comme ça on n'est pas obligé de créer une instance de Pokémon Mapper. Et cette fonction va permettre de mapper un DTO en entité. Donc, tout ce qui est à l'intérieur des paramètres ici, ça doit forcément être des DTO, et tout ce qui est retourné, c'est une entité. Donc nous, de quoi on a besoin pour générer un Pokémon? On a besoin de l'identifiant, du nom et de l'URL. Toutes ces informations-là sont stockées dans Pokémon List, et plutôt dans Pokémon Result DTO. Ici, name et URL. Et tout le reste, donc l'identifiant, le poids et la taille, sont stockés dans Pokémon DTO. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour obtenir toutes ces informations-là, de quoi j'aurais besoin? J'aurais besoin d'un DTO, d'un Pokémon DTO, et d'un Pokémon Result DTO, okay, qui est issu de la première requête. Donc, on se rappelle, j'ai besoin des deux éléments. Donc, je retourne dans mon mapper. J'ai besoin d'un Pokémon Result DTO et d'un Pokémon DTO. Et grâce à ça, je vais pouvoir retourner un objet de type Pokémon. Vous allez voir, ça va être plus parlant quand on va justement retourner ce Pokémon. Pour créer un Pokémon, on a besoin des 4 propriétés suivantes. Name, URL, weight et height. Le nom, je l'ai dans Pokémon DTO.name. L'URL, je l'ai dans Pokémon Result DTO.url. Le poids, je l'ai dans Pokémon DTO.url, .weight. Et la taille dans Pokémon DTO.height. Okay, donc pour créer mon objet, j'ai besoin de différents DTO, et donc à vous de lister le ou les DTO qui sont nécessaires pour créer votre Pokémon. Et donc, on peut créer une fonction inverse qui va mapper un Pokémon en deux objets, Pokémon Result DTO et Pokémon DTO. Donc à vous de voir de quoi vous avez besoin pour créer votre entité. En paramètres, on a uniquement des DTO, et en type de retour, on a uniquement une entité, ou inversement, en paramètres uniquement des entités,
et en type de retour uniquement des DTO. Donc le rôle du mapper, il est aussi simple que ça, de faire des transformations ou des traductions. Maintenant qu'on sait comment transformer nos DTO en entités, on va pouvoir utiliser le mapper dans la prochaine composante de la couche data, qui est donc le repository. Donc là, pour l'instant, on est au niveau du data source, on a récupéré les données brutes. Maintenant, il va falloir utiliser le mapper, alors déjà récupérer toutes ces données brutes, et utiliser le mapper pour créer des Pokémon. Et donc pour ça, on va utiliser le repository qui est une nouvelle couche, et donc la première couche, la dernière couche de la couche data. Donc le repository, c'est une entité intermédiaire, un objet intermédiaire entre la logique métier, donc les use cases, et les sources de données. Le repository, il va permettre en fait de récupérer toutes les données, donc soit de récupérer, soit d'enregistrer les données, si on fait le chemin inverse, donc de récupérer toutes les données, tout en cachant les détails techniques de leur provenance. Parce que les détails techniques de leur provenance, ils sont déjà stockés dans le data source. Okay, les détails techniques de la provenance, c'est l'appel API qu'on fait ici, et l'URL response qu'on récupère ici. Et donc grâce au repository, le reste de l'application n'a pas besoin de savoir si les données proviennent d'une API, d'une base de données locale, etc., etc. Donc nous, dans notre exemple, le repository va permettre de récolter toutes les informations dont on a besoin à droite à gauche via le data source et de mettre en forme ces données-là pour obtenir un tableau de Pokémon directement. Alors, la bonne pratique concernant les repositories, c'est de créer un repository par type ou par fonctionnalité. Ici, on peut créer un repository pour les Pokémon, un autre pour les attaques, un autre pour les baies. Donc, on va aller dans le dossier data, qui est ici. On va créer un nouveau sous-dossier repository. Et dedans, on va créer un nouveau fichier Pokémon repository. Ce fichier Pokémon repository aura une classe à l'intérieur. Pokémon repository. Dedans, on va créer une fonction get Pokémon avec toujours l'offset qui est un entier et la limite. Et qu'est-ce qu'on va renvoyer? On va renvoyer un tableau de Pokémon. Alors toujours, cette fonction est asynchrone et elle peut renvoyer des erreurs. Mais vous voyez que là où le data source renvoie un Pokémon list DTO, envoie un objet DTO, le repository renvoie toujours des objets de type entité. Donc un tableau de Pokémon, un Pokémon en particulier, une attaque en particulier, un tableau d'attaque, etc., etc. Et donc, ici, le repository va justement faire appel à là où les data sources qui seront nécessaires. Et donc nous, ce qu'on veut pour récupérer l'ensemble des Pokémon, c'est un Pokémon data source. Donc je vais créer mon Pokémon data source égale Pokémon data source. Et là, je vais pouvoir l'appeler. Donc let Pokémon list DTO. Pourquoi? Enfin, comment je récupère déjà tous mes Pokémon avec la méthode get Pokémons en fonction de l'offset et de la limite. Ça me permet de récupérer tous les Pokémon. Mais on se rappelle, j'obtiens que les informations primordiales, le nom et l'URL. Et nous, on va vouloir pour chacun des Pokémon récupérer les détails. Donc bien sûr, try await, toujours. Je suis dans un bloc do catch. Dans le catch, on peut renvoyer directement l'erreur, on ne s'embête pas. Donc dans un premier temps, je récupère, donc récupération de la liste des Pokémon. Ensuite, pour chaque Pokémon, récupération des détails. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer une variable Pokémon qui est égale au tableau de Pokémon vide. Donc 2 points Pokémon égale crochet vide. Et ensuite, ici, on va remplir cette variable qu'on va retourner.
Ok. Donc ici, on doit tout simplement créer une boucle for sur les Pokémon result DTO. Donc Pokémon result DTO in Pokémon list DTO.result. On se rappelle, hein, dans cet objet que je viens de récupérer, j'ai une liste avec tous les Pokémon result DTO. Et donc pour chaque résultat, eh bien, je vais pouvoir récupérer l'identifiant du Pokémon. Comment on récupère l'identifiant du Pokémon? Eh bien, grâce à l'URL, parce que dans Pokémon result DTO, j'ai l'URL, et donc je vais pouvoir utiliser un split pour aller chercher l'identifiant. Pourquoi je vais chercher l'identifiant? Eh bien, tout simplement parce que grâce à l'identifiant et grâce à mon data source, vous voyez ici, hein, Get Pokémon Details, l'identifiant me permet de récupérer les détails d'un seul Pokémon en faisant une autre requête. Mais peu importe, là, ici, on s'en fiche que ce soit une requête API. Donc, let Pokémon DTO égale try await Pokémon data source .get Pokémon Details en fonction de l'identifiant qu'on vient de récupérer, ou plutôt de déduire. Et une fois qu'on a le Pokémon DTO, eh bien on va pouvoir appeler Pokémon mapper .map qui prend en paramètre un Pokémon résulte DTO, ça tombe bien, on l'a grâce à la boucle for, et un Pokémon DTO, ça tombe bien, on vient de le récupérer juste au-dessus. Et donc comme ça, eh bien je récupère mon new Pokémon, que je peux ensuite évidemment ajouter à la liste Pokémon qui est définie juste au-dessus. Donc Pokémons.append new Pokémon. Donc là, ce que je viens de faire, je résume. Dans un premier temps, je vais récupérer tous les Pokémon, la liste des 20 premiers Pokémon, enfin, si je passe ici un offset de 20. Ensuite, pour chacun des Pokémon, je viens vérifier quel est son identifiant, je viens récupérer son identifiant, et grâce à son identifiant, je fais un deuxième appel API pour obtenir les détails. Alors ici, qu'est-ce qu'il me dit? Pokémon, oui, Pokémon ID, c'est une chaîne de caractères. Donc là, on peut tout simplement la transformer. Alors, soit on lui met directement, hop, donc Pokémon Details prend en paramètre un entier. Alors ici, on peut tout simplement mettre une chaîne de caractères, comme ça, on ne va pas s'embêter. Mais sinon, on aurait pu faire la conversion dans l'autre sens. Et puis là, il suffit de la transformer en chaîne de caractères. Donc voilà, encore une fois, on peut tester notre repository dans Content View. Alors attention, hein, ceci est encore formellement interdit, c'est juste parce qu'on est entre nous. Jamais d'appel de repository directement dans la vue. Donc ce qu'on peut faire, c'est au lieu de créer un data source, je vais créer un repository. Donc égal Pokémon repository. Et au lieu d'appeler getPokémon sur le data source, je vais appeler getPokémon, donc sur les 20 premiers. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est afficher directement la liste. Donc, on va avoir plus ou moins le même résultat, sauf que cette fois-ci, on obtient la liste des Pokémon. Donc, test, repository. Ici, je remets à jour pour être sûr qu'on a bien tout supprimé. Je clique ici. Hop, alors j'ai une erreur. Network connection was lost. Voilà, donc a priori j'avais juste une petite erreur, un petit bug avec ma preview. Là, j'ai lancé le simu, tac, et quand je clique sur Test Repository, on voit bien qu'on a l'ensemble des Pokémon, avec évidemment l'identifiant, le nom, l'URL, le poids et la taille. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a nos données qui sont récupérées avec le format qui nous convient. Donc là, on a vraiment récupéré des entités, c'est le rôle du Pokémon Repository. Donc on sait maintenant comment récupérer l'ensemble des Pokémon sous forme de tableau de Pokémon. Hein, si j'appuie sur Option et sur Repo, alors plus sur Liste, on voit bien que j'ai un ensemble de Pokémon. Donc le reste de notre application ne devra donc recevoir qu'un seul tableau de ce type sans se soucier de la logique qui a été utilisée pour récupérer les informations, refaire des appels API, mapper toutes ces données-là, tout ça,
on s'en fiche, le reste de notre application ne reçoit qu'un tableau de Pokémon. Donc ça c'est bien beau, mais le repository ne permet donc d'effectuer que des tâches techniques. Il ne se soucie pas de la logique métier. Le repository, il dit juste, ok, va chercher des informations, c'est très bien, moi je te les donne bêtement. Maintenant, on va devoir introduire une nouvelle couche, la couche use case, qui va s'occuper justement de ce qu'on appelle la logique métier. Donc maintenant qu'on a vu les data transfer objects, les data sources, les repositories qui composent du coup la couche données, on a également vu les entités de la couche domaine. On va voir ce qu'on appelle les use cases. Donc les use cases représentent une action métier précise que l'utilisateur peut effectuer dans l'application, comme par exemple récupérer la liste des Pokémon, ajouter un livre aux favoris ou se connecter, se déconnecter, etc., etc. Donc le use case, il contient la logique métier de votre application. La logique métier, c'est toutes les actions de l'utilisateur, des tris, des filtrages, des validations, etc., etc. Et le use case s'appuie sur un ou plusieurs repositories pour obtenir ou enregistrer des données sans jamais gérer les détails techniques. Donc tout ce qui est appel API, liaison avec les bases de données, tout ça c'est déjà géré par le data source qui est utilisé dans le repository, et le use case ou les use cases n'utilisent que des repositories, un ou plusieurs repositories. Donc le use case permet ainsi de centraliser toute la logique métier et de la rendre réutilisable, testable et surtout totalement indépendante de l'interface utilisateur. Mais alors, c'est quoi la différence entre le repository et le use case? Le repository, lui, fournit les données nécessaires, alors que le use case décrit ce que l'utilisateur va faire. Le repository gère l'accès aux sources de données, alors que le use case contient la logique métier. On va prendre un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Dans notre exemple, si on veut par exemple trier les Pokémon, eh bien ça se ferait dans le use case. On va donc pouvoir créer un nouveau dossier dans la couche domain. Donc je vais créer un nouveau sous-dossier use cases. Donc on a les entités et les use cases. Dans le dossier use case, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler get all Pokémons use case. À chaque fois, c'est une action qui doit être décrite ici. Donc si votre application permet de récupérer tous les Pokémon, de liker ou d'ajouter un Pokémon en favori et je sais pas moi, de capturer un Pokémon, eh bien vous aurez trois fichiers use case, get all Pokémon use case, add favorite Pokémon use case, et puis capture Pokémon use case. Okay, un use case par action que peut effectuer votre application, que ce soit l'application elle-même qui le fasse toute seule, ou via un bouton, via un champ de texte, etc., etc. Donc ici, je crée ma nouvelle classe get all Pokémon use case, et cette classe-là, elle a une seule fonction qui s'appelle execute. Et cette fonction-là, qui s'appelle execute, peut prendre un ou plusieurs paramètres. Nous, pour exécuter le get all Pokémons, on a besoin d'un offset, toujours, et d'une limite. Donc deux entiers. Et ensuite, qu'est-ce que je vais renvoyer? Eh bien, tout simplement, la liste des Pokémon. Donc un tableau de Pokémon. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais me servir tout simplement d'un ou plusieurs repositories. Donc moi, j'ai besoin du Pokémon repository. Hop. Pokémon repository. Et ce Pokémon repository, je vais m'en servir justement pour aller chercher tous les Pokémon. Donc, Pokémon repository.getPokémon. On lui passe en paramètre l'offset et la limite. Et ça, je vais pouvoir le retourner. Donc, bien sûr, avec un try await, parce que cette fonction-là est asynchrone et qu'elle peut renvoyer une erreur. Donc, ici, l'offset est assez basique, mais on peut imaginer, par exemple, qu'on ait un tri à faire, et c'est à cet endroit-là qu'on ferait le tri, justement. On viendrait trier tous mes éléments directement dans la méthode execute. Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que le use case a à chaque fois une seule action. Je pourrais créer donc d'autres exemples de use case,
getAllPokémon use case, donc pour récupérer tous les Pokémon, getAllAttacks use case pour récupérer toutes les attaques, save Pokémon as favorite use case pour sauvegarder un Pokémon en tant que favori, capture Pokémon use case, etc., etc. Donc chaque classe de type use case ne contient qu'une seule méthode qu'une seule méthode execute qui peut prendre potentiellement des paramètres. Donc dans notre exemple, la méthode execute fait appel au repository Pokémon Repository et plus précisément à la méthode getPokémon. Mais voilà, s'il y avait un tri à faire ou un filtrage, un ordonnancement des données, ce serait dans cette méthode-là qu'on le ferait. Alors maintenant, on sait récupérer toutes les données, potentiellement triées, potentiellement filtrées, potentiellement organisées, mises en forme, etc., etc. On va pouvoir donc les transmettre à la dernière couche de notre application. Donc là, on vient de passer les use cases dans la couche domaine. La dernière couche de notre application, qui est la vue, et ça à travers des viewModels. Alors voilà, je viens de le rectifier. Ici, c'est pas une couche présenteur, c'est une couche viewModel. C'est un objet viewModel qui appartient à la couche présentation. Donc si on retourne sur Xcode, on va pouvoir ici, donc là la couche data elle est complétée, la couche domaine elle est complétée. Dans la couche présentation, on va pouvoir créer deux sous-dossiers. Un premier sous-dossier avec les viewModels et un deuxième sous-dossier avec les vues. Le viewModel, parlons-en. Le viewModel, il appartient donc à la couche présentation, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le dossier présentation, et il sert d'intermédiaire entre la vue, donc en SwiftUI, et la logique métier des use cases. On le voit sur le schéma, le viewModel est bien compris entre le use case et la vue. Son rôle au viewModel, c'est de préparer les données à afficher dans l'interface, de réagir aux interactions de l'utilisateur, donc les taps, les scrolls, les refresh, etc. Et comment il va faire ça? Il va appeler, potentiellement, parce que des fois c'est pas forcément nécessaire, il va appeler les use cases pour récupérer ou modifier les données. Donc, toutes les actions qui sont déclenchées par l'utilisateur, donc le tap sur un bouton, un scroll, etc., ou par un autre événement, notification, changement d'état de l'application, mise à jour du serveur, passent forcément par le viewModel. Le viewModel ne contient ni logique métier complexe, ni logique technique, il n'y a pas d'appel API direct, vraiment il n'y a aucune logique, on ne connaît uniquement que le use case. Okay, on ne fait jamais d'appel au data source ni au repository dans le viewModel. Alors, pour créer le viewModel, supposons par exemple qu'on souhaite afficher donc, la liste des Pokémon avec un indicateur de chargement et un message d'erreur. Donc ça, déjà, c'est les trois informations qu'on veut afficher à l'écran. Ces trois informations, on va les stocker et les organiser dans un viewModel. Donc on va créer, premièrement, un fichier de type Swift qu'on va appeler Pokémon List View Model. Et ensuite, on va créer un deuxième fichier associé. Souvent, le viewModel et la vue sont directement liés. Donc cette fois-ci de type View, qu'on va appeler Pokémon List View. Voilà. Et donc j'ai vraiment mon Pokémon List View Model et mon Pokémon List View. J'ai une vue qui est associée à un viewModel. Content View, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Et donc le point d'entrée de mon application, dans Clean Poké App, ça va être non pas Content View, mais Pokémon List View. Alors ici, dans le viewModel, de quoi on aura besoin? On va déjà déclarer une classe, Pokémon List viewModel, qui va être observable. Ici, on a besoin que ce soit un objet observable. Pourquoi? Parce que il va contenir des données publiées qu'on va modifier pour mettre à jour la vue. Ces données-là, c'est quoi? On a dit qu'on allait avoir besoin de la liste des Pokémon, d'un indicateur de chargement et potentiellement d'un message d'erreur. Donc je vais créer trois variables publiées. Donc @published var, voilà, published var Pokémon. Ici, on ajoute un tableau de Pokémon. Attention, ici, dans le viewModel, on ne peut appeler que des entités. Surtout pas de DTO. Okay, c'est uniquement des entités. Ensuite, on a une autre propriété publiée, isLoading, qui va être égale à false. Le tableau de Pokémon, on peut le mettre au tableau vide. Donc bool tableau vide. Et ici, on va créer une nouvelle propriété,
error message de type chaîne de caractères qui sera égal à, alors nil plutôt, on va créer une chaîne de caractères optionnelle. Voilà. Et donc ces trois informations-là, ce sont les trois informations qu'on va utiliser directement dans notre vue. Ok ? Ensuite, on va pouvoir créer une fonction qui s'appelle load Pokémon, avec toujours un offset et une limite. Cette fonction va être évidemment asynchrone. Et dedans, eh bien, je vais pouvoir, dès qu'on charge les Pokémon, mettre isLoading est égal à true, remettre l'erreur de message, enfin le message d'erreur à nil si jamais il y avait un message d'erreur. Ensuite, on va venir appeler le use case en question. Donc il faut créer une instance du use case. Donc private let get all Pokémon use case. Voilà. Et donc je vais pouvoir l'appeler dans la méthode load Pokémon. Donc get all Pokémon use case .execute avec l'offset et la limite comme d'habitude. Voilà. Cette fonction est asynchrone, donc try await. Elle peut renvoyer une erreur, donc je la mets dans un bloc do catch. Si jamais j'ai une erreur, eh bien je modifie error message. Donc une erreur est survenue. Voilà, puis éventuellement, on peut mettre la description de l'erreur. Error.localized description. Et une fois qu'on a terminé la fonction, isLoading, je le remets égal à false. Qu'est-ce que j'ai oublié ici ? De stocker le résultat, effectivement. Hein, on exécute. Et donc les résultats, je peux le stocker. Et self.Pokémon égale result, parce que je viens de récupérer le tableau de Pokémon. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à utiliser ce modèle directement dans notre vue. Donc on voit que en fait, toute la logique est encapsulée dans le load Pokémon et elle fait appel à un ou plusieurs use cases. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le view model, on a directement les informations de qu'est-ce qui va être affiché, une liste de Pokémon, un message d'erreur, un indicateur de chargement, et on sait que j'ai une action possible, parce que j'ai un seul use case. Mais si je pouvais aussi ajouter en favori, j'aurais ici un deuxième use case, add favorite use case par exemple. Voilà. Et puis j'aurai une méthode execute. Ensuite, je vais pouvoir compléter ma vue. Donc la couche vue, la toute dernière partie de la couche présentation. Et donc là, j'ai juste à développer ma vue, ce que vous faites depuis le début. Alors, je ne vais pas recopier ligne par ligne. Là, j'ai déjà préparé mon code. Tac. Donc je vais le copier ici. Et donc là, j'ai juste créé une vue classique avec un navigation view, un groupe. On teste si on est en mode chargement. Si oui, on ajoute une progress view. Si on a une erreur, on affiche un message d'erreur. Et si on n'a ni chargement ni erreur, eh bien j'affiche une liste avec l'ensemble de mes Pokémon. Et vous voyez qu'à chaque fois, la vue fait appel au view model. Okay, pour afficher la liste des Pokémon, je fais appel au view model et à la propriété Pokémon qui est à l'intérieur. Et puis voilà, pour chaque Pokémon, j'ai l'image URL, j'ai le nom, j'ai la hauteur, la taille, le poids, etc., etc. Et donc load Pokémon, ici, je peux lui ajouter les deux paramètres offset 0 et limite 20 par exemple. Hop, qu'est-ce qu'il me manque maintenant ? Alors oui, j'avais juste oublié de rendre la structure Pokémon identifiable. Et donc normalement, si je reviens dans Pokémon List View, commande B, voilà. Et il ne manque plus que dans le View Model, qui est donc ici, d'ajouter le @MainActor. Pourquoi le @MainActor ? Parce qu'on modifie dans la fonction Load Pokémon, on modifie certaines données qui sont utilisées pour l'affichage, en l'occurrence Pokémon isLoading et error message. Donc, on doit forcément le mettre en MainActor. Donc, si je relance la preview, on va vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, sur la preview, j'ai encore un blocage de requête HTTP. On va lancer le simulateur. Et si tout se passe bien, vous allez voir qu'on a bien la liste
de tous les Pokémon. Donc voilà pour ce tutoriel assez long. Encore une fois, n'hésitez pas à sauvegarder la vidéo et à revenir sur les différentes étapes. Pour résumer, on a donc commencé par créer des DTO, un ou plusieurs DTO, des Data Transfer Objects. Ensuite, un ou plusieurs data sources qui récupèrent les données et qui les renvoient sous forme de DTO. Les repositories avec le mapper récupèrent les DTO pour transformer ces objets-là en entités. Donc les entités sont renvoyées. Le use case utilise le repository pour récupérer les entités et donc les transmettre au ViewModel qui lui ensuite met tout en œuvre et affiche directement les données, transmet les données directement organisées à la vue qui n'a plus qu'à afficher bêtement les données. Donc vous l'aurez compris, adopter une clean architecture avec les différentes couches et les différents dossiers qui sont ici. Dans un projet iOS, ce n'est pas une simple organisation, c'est vraiment une démarche volontaire pour rendre votre code plus lisible, plus maintenable et plus testable, et surtout plus évolutif dans le temps. Et donc tout au long de cette vidéo, on a retracé tout le chemin complet qu'empruntent les données d'une application qui est bien organisée avec l'architecture MVVM, depuis leur récupération brute via le data source, je vous remets encore une fois le schéma qui est ici, via le data source, donc à travers des data transfer objects, leur transformation via un mapper, les regroupements au sein du repository, leur traitement par le use case, et enfin l'affichage de la vue à travers le ViewModel. Donc chacune de ces couches a un rôle bien précis, et le respect de leurs responsabilités respectives, c'est vraiment la clé pour construire une application qui est robuste et professionnelle. Et donc en segmentant votre code, vous allez faciliter les évolutions futures. Le travail en équipe sera beaucoup plus simple, vous allez pouvoir revenir sur votre code et comprendre beaucoup plus vite ce qu'il fait, même plusieurs jours, plusieurs semaines après. Et donc vous allez préparer votre projet à une échelle beaucoup plus ambitieuse. Évidemment, cette organisation peut paraître un peu lourde au premier abord, je le comprends, surtout sur des petits projets, mais croyez-moi, ça devient vraiment un atout majeur dès que votre application grossit ou dès que vous devez maintenir votre code dans la durée. Donc si vous appliquez ces principes dès aujourd'hui, vous pourrez poser les bases d'un code beaucoup plus professionnel et lancer plus facilement votre application sur l'App Store. J'espère que ce long tutoriel vous aura aidé. Si jamais vous avez la moindre question, surtout sur la clean architecture, n'hésitez pas à la poser en commentaire de l'article ou dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Quentin et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.